Amendement au Sénat, recours constitutionnel du RPR, l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie va prendre du temps. Invité de Soir 3, Jean-Marie Tjibaou, chef de file des indépendantistes calédoniens, responsable du FLNKS. Un peu d'oxygène pour le bâtiment, l'État prend des mesures pour relancer la construction. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Seuls les socialistes voteront pour la prorogation de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Le débat au Parlement se prolongera très avant, dans la nuit. Il a été marqué par un incident dès l'ouverture de la séance vers 18h. Hubert Coudurier. Réunis en session extraordinaire, il s'agissait pour le Parlement saisi d'un projet de loi adopté ce matin en Conseil des ministres de proroger ou non l'état d'urgence jusqu'au 30 juin prochain. La présence de Jean-Marie Tjibaou dans l'enceinte réservée au public allait mettre le feu aux poudres. Dès l'ouverture de la séance, Claude Labbé, président du groupe RPR, demandait un rappel au règlement. Nous refusons de siéger dans de telles conditions et nous dénonçons l'attitude du président de l'Assemblée nationale, M. Mermaz, troisième personnage de la République, qui autorise cette présence. Le leader du FNLKS décidant de quitter l'Assemblée, la parole était à Laurent Fabius. Nous sommes dans une situation, les événements l'ont montré, où il faut éviter absolument qu'augmente le désordre. Cette situation nécessite que le gouvernement et son délégué aient les moyens juridiques et techniques de faire face à toutes les situations, de résister à toutes les provocations et d'éviter tous les débordements. Autre aspect inattendu de ce débat au demeurant sans surprise, la convergence du RPR et du PC pour s'opposer à l'état d'urgence. Quel est, Monsieur le Premier ministre, ce gouvernement qui refuse d'appliquer la loi? Quel est ce chef de l'État qui se place au-dessus de la Constitution, en vertu de laquelle il a été élu et dont il est le garant? D'abord, nous considérons que la loi ordinaire donne des pouvoirs suffisants au haut-commissaire. Cette loi ordinaire permet d'ailleurs, en cas d'événement imprévu, de décréter l'état d'urgence pour 12 jours. Que donc, dans ces conditions, nous ne voyons pas la nécessité de signer en quelque sorte un chèque en blanc pour 5 mois. Deuxièmement, nous posons la question, pourquoi faire ? Une surprise dans l'opposition, sauf changement, RPR et UDF donc feront bande à part pour ce vote. Le RPR devrait voter contre, l'UDF a l'intention de s'abstenir, Michel Naudy. Effectivement, M. Gaudin vient d'annoncer que son groupe ne participerait pas au scrutin, ce qui est une manière de confirmer les divisions de l'opposition. Division à l'intérieur de l'UDF, division entre l'UDF et le RPR. Il demeure qu'on avait franchement l'impression aujourd'hui d'assister à un débat de pure politique intérieure sur vague fond d'océan Pacifique, à tel point qu'un député a pu parler dans les couloirs ici même d'ambiance de 6e République, avec un parti communiste qui trouve bon tout ce qui le différencie du parti socialiste, un RPR qui se radicalise, une UDF prise entre le marteau et l'enclume. Alors, nouveau paysage politique, c'est allé un peu vite en besogne, mais certains parlaient autrefois d'esquisse de l'esquisse. Monsieur Tjibaou, bonsoir, merci d'être l'invité de notre journal. Pourquoi avez-vous quitté l'Assemblée nationale cet après-midi? Vous vous êtes senti de trop devant les manifestations qu'il y a eu? J'étais venu à l'Assemblée parce qu'il y avait un débat important prévu sur l'état d'urgence en Calédonie. Certains députés ont jugé que j'étais de trop pour ne pas gêner ceux qui m'ont donné les billets d'entrée, et j'ai cru bon de quitter la salle. Une petite question, qui vous a donné les billets d'entrée? C'est le Parti socialiste. Monsieur Tjibaou, les leaders de l'opposition, et ça rejoint ce dont on parlait au sujet de l'Assemblée nationale, en France ont refusé de vous recevoir. Monsieur Okewe a refusé le débat que nous lui proposions avec vous ce soir. Alors, j'aimerais savoir comment vous réagissez. Tout à l'heure, vous disiez, j'ai pas envie de gêner, mais là, il y a tout de même un gros problème. Il a dit d'ailleurs, monsieur Okewe, que s'il ne voulait pas discuter avec vous, c'est qu'il vous considérait comme un hors-la-loi. Oui, je voudrais d'abord réagir par rapport à ce geste de l'Assemblée. Je considère que c'est une réaction primaire de coloniaux nostalgiques qui acceptent mal toute décolonisation.
mais représentant de la majorité du peuple kanak. Et je considère ce geste comme une malheureuse insulte à l'encontre de mon peuple et je dirais aussi le peu de considération du mouvement de sympathie que nous avons chez les Français. Oui, mais M. Okewe, lui, fait partie de votre peuple et il vous considère comme un hors-la-loi. Hors-la-loi, je pense que dans le cadre de la revendication d'indépendance que nous faisons, nous revendiquons l'exercice de notre droit. Cela est admis par le gouvernement. Ce sont les Français qui pourraient se trouver hors la loi en état de sécession s'ils étaient dans notre cas. Vous n'avez tout de même pas l'impression, depuis quelques heures, depuis que vous êtes en France, d'avoir durci votre attitude en disant quelque chose qui, par exemple, a pas mal choqué, ça concerne le refus du résultat des urnes. Je crois que vous avez dit, même si le référendum est négatif, eh bien nous allons continuer notre lutte. Je crois que ça a été très très mal perçu, ça. Nous demeurons hommes de dialogue. Toute la Mélanésie est paisible. Nous sommes des hommes de paix et nous le restons. Je pense que... Mais refuser le résultat des urnes, c'est peut-être un comportement de paix, mais ce n'est pas un comportement de démocratie. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie dans une situation coloniale. Nous sommes en situation coloniale. La preuve, c'est ce que je viens d'évoquer. Vous êtes même dans la capitale de ce pays que vous considérez comme pays colonial. C'est quand même pas une situation coloniale de type que l'on pouvait connaître il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Ma réponse à laquelle vous faisiez référence, je regrette de me répéter, mais je pense que c'est important pour le peuple de France de comprendre que le droit du peuple kanak est un droit qui lui est inné, qui n'appartient pas au peuple de France. Et nous demandons seulement le pouvoir de l'exercer. Ce qui suppose que le résultat du référendum, s'il est négatif, si ce n'est pas un oui, n'enlève pas le droit. Mais ça, je pense que tout militant, qu'il soit de l'opposition comme aujourd'hui, n'abandonne pas le combat quand il a perdu les élections. La preuve, la mobilisation actuelle pour les élections de 86. Alors, nous, en ce qui nous concerne, c'est le droit à la dignité de notre peuple que nous revendiquons et nous demeurons ouverts sur la discussion, mais nous restons fermes sur la revendication pour notre peuple. Monsieur Djibaou, je vous remercie. À Washington, 70 000 personnes ont bravé le froid glacial pour manifester contre l'avortement, légal aux États-Unis depuis 12 ans. Manifestation doublement remarquable, par son ampleur d'abord, et par le soutien direct qu'elle a reçu, celui du président Reagan en personne. Richard Tripot. Chaque année depuis 12 ans, depuis que la Cour suprême a déclaré légal l'avortement, des manifestations semblables ont lieu. Mais celles-ci se sont distinguées d'abord par leur ampleur, 2 fois plus de participants que les autres années, et par l'intervention de Ronald Reagan lui-même au téléphone, relayé par haut-parleur. Hello, Mr. President. Good for you and I support you. En déclarant « l'avortement, c'est la mort », Ronald Reagan a exprimé sa solidarité avec les manifestants. Une prise de position qui ne doit pas surprendre de la part d'un président qui n'a jamais caché son soutien à la majorité morale. Cette manifestation est le point culminant d'une campagne parfois violente. En un an, 24 cliniques et centres de planning familial ont été l'objet d'attentats à la bombe, des attentats, il faut le signaler, qui ont été condamnés par les organisateurs de cette manifestation. Au Pérou, 13 des 140 provinces du pays sont soumises à l'état d'urgence depuis plus de 2 ans. La découverte l'été dernier de charniers humains dans les Andes avait alerté les organisations humanitaires. Après plusieurs mois d'enquête, Amnesty International publie aujourd'hui un rapport accablant pour le gouvernement péruvien. Joël Hazard. Dans les villages indiens comme celui-ci, des milliers de morts en 4 ans, depuis le début de l'insurrection armée du Sentier Lumineux, la guérilla maoïste au Pérou, mais aussi 1000 disparitions en 2 ans. L'été dernier, des charniers ont été découverts dans la province d'Ayacucho, au sud-est de Lima. Des enfants parmi les morts. Certains témoignages ont accusé les forces gouvernementales. Selon des familles indiennes, les disparus ayant été emmenés par des policiers.
Jusqu'ici, les massacres étaient plutôt le fait des guérilleros. Mais les combats sans pitié entre forces de l'ordre et guérillas ont fait de ces villages des otages. Les paysans pris entre deux feux, sous la pression des guérilleros d'un côté, des groupes paramilitaires de l'autre. L'armée a remplacé l'été dernier les gardes civils pour combattre plus efficacement une guérilla qui gagne du terrain. Mais avec la campagne militaire engagée contre le Sentier lumineux, les excès des forces de l'ordre confrontés à une situation de plus en plus difficile semblent s'être multipliés. De jeunes Indiens soupçonnés d'aider la guérilla ont été enlevés par des patrouilles des forces de sécurité. Des parents disparus ont retrouvé le long des routes les corps de leurs enfants torturés. Le gouvernement péruvien rejette catégoriquement ces accusations d'Amnesty International. Le président de la République a inauguré cet après-midi à Grenoble un des fleurons de la recherche française, le LETI, traduisez Laboratoire électronique de technologie de l'informatique. C'est le roi de la puce électronique en Europe. Un laboratoire créé par le commissariat à l'énergie atomique et aussi des industriels. Outre ses performances, il a la particularité donc d'avoir associé des entreprises avec l'État et c'est peut-être un des secrets de sa réussite. Les industries électriques et électroniques françaises emploient 460 000 personnes et semblent se porter plutôt bien. En 1984, elles devraient dégager un excédent commercial de plus de 9 milliards, 1 milliard de plus que l'année dernière, a annoncé aujourd'hui la Fédération professionnelle de ces industries. La France reprend son souffle, a déclaré le chef de l'État à Grenoble, signifiant ainsi sa conviction que la France est en train de sortir de ses difficultés économiques. Le président Mitterrand l'avait annoncé le 16 janvier. Le Conseil des ministres a adopté ce matin une série de mesures pour relancer le bâtiment, secteur malade, lui, de notre économie depuis plusieurs années. Secteur test, à en croire le dicton populaire qui dit « quand le bâtiment va, tout va ». Claude Guénaud. Pour relancer l'activité dans le bâtiment, le gouvernement a annoncé la mise en chantier de 10 000 logements locatifs aidés supplémentaires. D'autre part, 20 000 logements HLM, en plus de ce qui était prévu, seront réhabilités. Mais le gouvernement compte surtout sur un accroissement de la demande en logement de la part des particuliers. C'est dans ce but qu'il a pris plusieurs mesures. Le taux des prêts PAP pour l'accession à la propriété a été réduit d'un demi-point. Au 1er février, il sera d'environ 10%. En outre, les déductions fiscales pour les emprunteurs et pour les économies d'énergie seront plus importantes. Enfin, l'épargne au logement pourra être utilisée pour acquérir une résidence secondaire. Les promoteurs immobiliers, qui ont longtemps réclamé cette mesure, estiment qu'elle permettra la vente de 10 000 logements. Dans l'ensemble, les professionnels sont assez satisfaits de ce coup de pouce donné à leur secteur en crise, où 130 000 emplois ont été perdus en 2 ans. Mais pour l'instant, ils attendent d'en voir les retombées concrètes. Quant au secteur des travaux publics, il se réjouit du déblocage de 700 millions de francs supplémentaires qui serviront en partie à l'amélioration du réseau routier. La régie Renault attend son nouveau patron. Georges Besse a été nommé PDG officiellement ce matin par le Conseil des ministres. Le veau aux hormones est revenu, n'en mangez plus. C'est sur ce thème que l'UFC, l'Union fédérale des consommateurs, lance une nouvelle campagne de boycott de la viande de veau. Reste à savoir si elle sera aussi suivie que la précédente, il y a 5 ans. Enlèvement du petit-fils d'un des magnats de la presse allemande, Sven Springer, âgé de 19 ans. Son grand-père, Axel Springer, dirige un des plus grands empires de presse européens. Le jeune homme a été enlevé en Suisse, où il était en vacances. Une rançon de 15 millions de marks a été demandée, cela fait environ 45 millions de francs. Le beau Serge ne veut pas rentrer en France. Après avoir purgé 12 ans de prison aux États-Unis, Christian David, dit le beau Serge, doit être extradé vers la France où il est accusé du meurtre d'un commissaire de police en 1966. À la veille de son départ des États-Unis, il a demandé l'asile politique, mais il semble qu'il ait peu de chance de l'obtenir. Gérard Pinson. Comme tous les proxénètes, il se trouvait beau. Christian David était dans les années 50 le prototype du petit truand 20 fois condamné. D'incarcération en évasion, sa dernière cavale en 1961 dura jusqu'en 72, condamné alors aux États-Unis à 20 ans pour trafic d'héroïne. Remis en liberté aux 2 tiers de sa peine, il est attendu à Paris, mais sous bonne escorte car la France a des comptes à régler avec l'ancien premier couteau des Guérini. La demande d'extradition concerne un meurtre bien précis, celui du commissaire Galibert le 2 février 66 devant un bar parisien proche de l'Arc de Triomphe. En fuite depuis plus de 4 ans, Christian David, ce jour-là, n'avait pas hésité à tuer le policier pour échapper à un contrôle d'identité déclenché dans le cadre de l'enquête sur la disparition de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka.
6 ans plus tard, lorsqu'il sera arrêté au Brésil, puis livré aux États-Unis, il s'accusera d'avoir fait lui-même disparaître le corps de Ben Barka sur commande du général Oufkir. Âgé de 55 ans, le beau Serge est attendu demain matin à 8 heures par le juge d'instruction pour une affaire qui le rajeunira de 19 ans. Il y a quelque chose de changé au royaume d'Angleterre. Pour la première fois, des caméras de télévision ont pu pénétrer au Parlement dans la vénérable Chambre des Lords pour retransmettre un débat en direct. Cette chambre ne peut que retarder, mais pas empêcher, l'adoption des lois votées par la Chambre des communes. Elle comprend environ 1 millier de membres, archevêques, évêques et pairs du royaume, héréditaires ou à vie. Elle est présidée par le Lord chancelier qui, lui, n'est pas nécessairement un pair. Mais sur les 1000 membres, il n'y a guère qu'une centaine d'assidus, beaucoup de lords se contentant de porter fièrement leur titre. La chronique financière sera un peu parisienne ce soir. Il s'est en effet passé beaucoup de choses aujourd'hui à la Bourse de Paris, Henri. Il s'est en effet passé beaucoup de choses à la Bourse de Paris, mais commençons par les traditionnelles nouvelles des marchés financiers où il s'est passé des choses aussi intéressantes, ne serait-ce que sur le dollar, où après les interventions des banques centrales européennes hier, le dollar s'est calmé, il est resté à Paris à 9,71 francs, ferme. Mais le mark, lui aussi, et c'est intéressant, connut un accès de faiblesse en passant pour la première fois sous les 3,06 francs. La Bourse de Paris, donc, c'est une confirmation, a passé un excellent mois de janvier. Les acheteurs français ou étrangers emploient leur liquidité et aujourd'hui, terme du mois boursier, l'indice a encore gagné 0,7%. À New York, les excellents résultats de l'économie américaine en 1984, tant en termes de croissance qu'en termes d'inflation, jouent en faveur de la bourse. Le Dow Jones reste ferme aux alentours de 1260. Excellent mois de janvier pour la Bourse de Paris. Aujourd'hui, la séance de liquidation mensuelle s'est soldée par un gain de 7%, éloigné certes des 13,5% enregistrés en janvier 1984, mais qui constitue une brillante performance. Alors, les investisseurs sont foncièrement optimistes après le bilan particulièrement brillant de l'économie américaine en 1984, je vous l'ai dit. La réaction positive de Wall Street ajoute à l'état de grâce, d'autant que, même si certains économistes restent prudents en France sur l'état de l'économie française, eh bien, les progrès constatés dans la lutte contre l'inflation, dans les échanges commerciaux, sur la balance des paiements aussi, eh bien, incitent quand même les milieux d'affaires à être optimistes et à jouer le jeu. Walt Disney sur FR3, tous les samedis soirs. Cela commence cette semaine. Serge Moati, bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'intention de faire veiller les enfants ou tout le monde peut regarder Walt Disney? Tout le monde. C'est une grande soirée familiale qui va donc commencer le samedi prochain, sur FR3 de 20h à 22h. De 20h à 22h. Alors de 20h à 20h30, il va y avoir Winnie l'ourson, ça c'est pour les plus petits. C'est un superbe dessin animé. Et puis après, à partir de 20h30, c'est toute la famille. C'est une grande soirée familiale. Alors ça peut commencer à 6 mois, le public familial, et ça va jusqu'à 77 ans, comme disait l'autre. Donc c'est tout le monde qui va regarder FR3, j'espère, le samedi soir, à partir de samedi prochain. Mais alors, si bon et si divertissant soit-il, est-ce qu'on ne va pas vous reprocher d'aller encore acheter vos programmes aux États-Unis? Ça vous met très en colère. Non, ça ne me met pas du tout en colère. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir grandi avec Mickey, avec Donald, avec Pluto, avec Blanche-Neige et tout ça. J'ai l'impression que c'est ma famille. Ça vous fait pas ça, vous? On a tous grandi avec eux. Alors, je ne sais même plus s'ils sont américains ou pas, ces gens-là. Je les aime. Et on n'est pas seulement les Français à les aimer, on les aime dans le monde entier, ces personnages-là. Alors, bon, américains peut-être. Mais alors, ce que je vous indique quand même, c'est que notre accord avec Walt Disney Productions porte sur un échange, sur une réciprocité. C'est-à-dire que des programmes... C'est ça, des programmes de FR3 Jeunesse vont être vendus aux États-Unis. Vous savez qu'FR3 Jeunesse, enfin FR3, est la chaîne qui fait le plus pour les enfants. On a une formidable réputation là-dessus. Nous sommes la chaîne, par exemple, qui faisons le plus de dessins animés pour les enfants, etc. Et donc un grand nombre de ces programmes vont être diffusés aux États-Unis par le canal de Disney Channel. Vous savez, c'est un câble qui est diffusé aux États-Unis. Donc c'est une réciprocité, c'est un échange. Alors il y aura des dessins animés, il y aura un grand feuilleton, Zorro, formidable, il y aura des clips vidéo, il y aura toutes sortes de programmes. Vraiment, j'espère pour tout le monde. Nous jugerons donc sur pièce samedi soir. Attendez, samedi soir, oui. 20h, 22h, et puis le dimanche matin, de 9h à 10h, Bonjour les petits, Debout les petits, une nouvelle émission pour les enfants pour FR3. Très bien, 2 rendez-vous donc. Les résultats du loto, il fallait jouer les numéros 6, 13, 27, 31, 37, 39, numéro complémentaire, le 23.
Carté demain à Vincennes dans le prix de Verdun. Sur les 19 partants, M. Courtine a choisi les numéros 13, c'est son joker puisqu'il clignote, 16, 15, 11, 12, 4 et 3. Le temps demain, beaucoup de nuages sur la moitié ouest et sur le nord-est. Le matin, ailleurs, attention au brouillard givrant. Dans l'après-midi, de la pluie et peut-être même de la neige dans l'intérieur sur la moitié ouest. Sur la moitié est, du soleil. Le soir, il pleuvra partout. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h35. Après ce journal, vous êtes attendus ce soir par un poète sur un itinéraire qui va de la Basse-Alsace à la Haute-Judée. Avant de vous laisser en sa compagnie, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. Amendement au Sénat, recours constitutionnel du RPR, l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie fait des vagues dans l'opposition. Jean-Marie Tchibaou, à Soir 3, nous sommes des hommes de paix, mais nous ne renoncerons pas à la dignité de notre peuple. Un peu d'oxygène pour le bâtiment, l'État prend des mesures pour relancer la construction.